Depuis quelque temps, des scientifiques semblent définitivement convaincus de l'existence de mondes parallèles. Ce n'est encore que théorique, mais nous nous rapprochons de plus en plus vers la véracité d'une hypothèse qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Imaginez une Terre qui existe dans le même temps que la nôtre, mais pas dans le même espace. Une Terre où nous existons tous. Nous sommes la même personne, mais dans une réalité différente. Nous sommes de plus en plus proches de savoir si les univers parallèles existent bel et bien, et tout semble indiquer que la réponse est positive. Bien évidemment, le 7e art s'est intéressé à ce phénomène, explorant toutes les possibilités que l'on aurait si on pouvait voyager dans des mondes parallèles. Et rien de mieux qu'une série pour exploiter pleinement un tel potentiel. Cette série a un nom. Elle s'appelle Sliders. Sliders est une série qui a démarré en 1995. À travers le livre prophétique de l'Apocalypse de Saint Jean, la Bible nous annonce les événements apocalyptiques qui devront accompagner la fin de notre monde. Certains chapitres de ce livre sont assez évocateurs sur le caractère catastrophique de l'avenir de l'humanité. Mais il en existe qui feraient allusion à l'existence de mondes parallèles. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse de Saint Jean, par exemple, il est dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une Jérusalem nouvelle vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. » Dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'il voyait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ensuite, il voyait descendre du ciel la ville sainte, une Jérusalem nouvelle. Pour comprendre le contenu de ce chapitre, il faut imaginer que nous vivons dans un multivers, c'est-à-dire dans un univers à plusieurs dimensions, dans lesquelles existerait une terre identique à la nôtre, mais avec des caractéristiques différentes. À ce sujet, une équipe de chercheurs australiens et américains aurait affirmé que d'autres mondes parallèles au nôtre existeraient. Ces scientifiques assurent que ces autres mondes exerceront en fait une force sur notre propre univers, ce qui provoquerait certains phénomènes bien étranges. Selon cette théorie, notre univers ne serait donc qu'une gigantesque série de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres très différents, et tous ces mondes existeraient simultanément et s'influenceraient les uns les autres. Certains de ces univers parallèles n'auraient probablement pas les mêmes lois physiques que la nôtre. Il serait donc tout à fait possible d'imaginer un univers dans lequel la flèche du temps ne pointerait pas vers l'avenir mais vers le passé. Voir un univers où le futur de notre monde se déroulerait sur une flèche du temps dite parallèle. Il arrive quelquefois, et lors de certaines configurations magnétiques particulières, que l'une de ces terres du futur vienne interpénétrer temporairement notre sphère terrestre en faisant apparaître certaines scènes de notre futur. Un phénomène qui expliquerait le témoignage suivant. Juste après, je vous parlerai d'un autre cas de voyage dans le temps, c'est le cas de Rudolf Fens. Le cas Rudolf Fens est assez intéressant car il confirmerait ma théorie sur l'existence d'un monde parallèle où l'avenir de notre monde se déroulerait sur une flèche du temps parallèle, mais tout aussi réelle. Car ce fameux Rudolf Fens avait disparu d'une Terre en 1876 pour réapparaître sur la même Terre, mais 74 ans plus tard, en 1950, à Times Square, pour être plus précis. Pour lui, le voyage avait été instantané, car après enquête de la police, il s'est avéré que le personnage de 1876 et celui de 1950 à Times Square étaient le même et qu'il avait gardé le même âge, donc il n'avait pas vieilli pendant ce voyage dans le temps. Ce qui sous-entend que ce Rudolf Fens avait visité la même Terre au même moment, mais dans deux dimensions parallèles. Cela nous expliquerait alors que dans un univers parallèle se trouverait la réplique exacte de notre Terre, mais sur un plan d'avenir. La flèche du temps de cette Terre futuriste évoluerait en même temps que celle que nous vivons actuellement dans le présent. En voyageant dans le temps, ce fameux Rudolf Fens aurait en fait voyagé à travers ces deux dimensions de l'univers. C'est un trou de verre qui l'aurait probablement transporté de son point A, qui se situait en 1876, pour le déposer à son point B qui se trouvait en 1950 à Times Square à New York. En langage plus clair, pendant que nous vivons le présent dans notre monde, notre avenir se développerait en même temps de son côté mais dans un univers parallèle. Donc lorsque Saint Jean disait dans l'Apocalypse qu'il voyait un ciel nouveau et ensuite descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une Jérusalem nouvelle,
Il ne faisait que nous parler de cette Terre issue de l'univers parallèle où les événements de notre futur seraient en train de se dérouler, mais sur une flèche du temps parallèle. Dans le témoignage qui suit, vous constaterez que la Terre qui se trouve dans la dimension parallèle peut de temps à autre se connecter à notre monde actuel, en laissant apparaître certaines scènes de notre futur. Lorsque nous approchons de la date fatidique où l'événement observé dans le passé se déclenchera, alors cela sous-entendra que notre plan terrestre a rejoint en fait celui du plan parallèle. La Terre parallèle où se trouverait la Nouvelle Jérusalem se rapprocherait de notre monde actuellement. Et lorsque les deux terres fusionneront, l'événement se produira. Maintenant, je vais vous parler du fameux témoignage qui vous permettra de comprendre ce que je viens de vous dire. Ce cas étrange du voyage dans le temps avait été mentionné dans un livre de Ron Edwards. Selon l'auteur, en 1932, le journaliste Bernard Hutton et le photographe Joachim Brandt étaient chargés de faire un reportage sur un chantier naval de Hambourg, en Allemagne. Ils se rendront sur l'immense complexe, feront des interviews de plusieurs responsables et ouvriers, et termineront leur enquête en fin de soirée. En sortant, les deux journalistes vont entendre comme un bruit de moteur d'avion, alors ils vont lever la tête, et là ils vont voir un ciel rempli d'avions militaires. Après, ils vont entendre des batteries antiaériennes ouvrir le feu pendant que des bombes commençaient à exploser autour d'eux. Quelques instants plus tard, la zone était devenue un brasier infernal avec des réservoirs de carbone qui explosaient, des entrepôts qui s'effondraient sous les explosifs et des grues de porc qui se tordaient comme des bretzels. Hutton et Brandt comprendront que ce n'était pas un exercice. Alors ils vont se précipiter dans leur voiture car les mitrailles antiaériennes commençaient à aligner la formation de bombardiers au-dessus. Au portail, lorsqu'ils arriveront au portail du complexe, Hutton va demander à un garde de sécurité s'il y avait quelque chose qu'il puisse faire pour aider, mais on leur dit que de quitter la zone immédiatement. Hutton et Brandt étaient bouleversés en conduisant de Hambourg. Le ciel était devenu noir pendant l'attaque, mais maintenant il était clair. Et la cité était devenue sereine. Les rues animées n'étaient pas creusées de cratères et les immeubles étaient intacts. Personne ne semblait inquiet en rentrant du travail. Hutton et Brandt arrêtèrent la voiture et gardèrent en arrière, vers le chantier naval. Et là, ils reçurent alors un nouveau choc en ne voyant aucun ruban de fumée s'élevant dans le ciel et aucun bâtiment endommagé. Que se passait-il? Ils ne comprenaient pas grand-chose. De retour à la rédaction, les photos de Brandt furent développées et les deux hommes furent surpris. Brandt avait continué à prendre des photos pendant le raid aérien, mais ces photos ne montraient rien d'inhabituel. Le chantier naval apparaissait comme à leur arrivée, le matin. Il n'y avait aucune preuve qu'une pluie de bombes d'avions ennemis avait détruit le site, comme ce dont ils avaient été témoins. Le service photo étudia les images et se demanda bien pourquoi Hutton et Brandt insistaient à propos d'une attaque aérienne. On ne prit pas au sérieux leur histoire et il fut décidé qu'ils s'étaient probablement arrêtés dans une taverne pour prendre un petit verre avant de rejoindre la rédaction. Juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Hutton sera muté à Londres. Et en 1943, il va lire une histoire sur le journal à propos d'un raid réussi. Et là, il en eut froid dans le dos, car en étudiant les photos, la scène de destruction était exactement celle qui lui était apparue lors de sa visite avec Brent au printemps 1932. Il n'y avait qu'une chose différente, Hutton et Brandt avaient été témoins de l'événement 11 ans avant qu'il ne se produise. C'est exactement ce que je viens de vous dire dans la thématique de cette vidéo. C'est que la Terre du plan parallèle aurait fusionné temporairement avec la nôtre. C'est pour cette raison que ces événements du futur se seraient manifestés aux deux journalistes. Ensuite, cette Terre parallèle va suivre son cours et cet événement va disparaître. Mais 11 ans plus tard, cette Terre où l'événement s'est produit va finalement fusionner avec notre planète pour nous laisser apparaître vraiment cette attaque. Maintenant, je vais vous parler du fameux cas de Rudolf Fentz. La même Terre, mais dans deux dimensions parallèles. Ce Rudolf Fentz avait quitté une dimension pour rejoindre une autre dimension. Et le plus intriguant, le même mois, le même jour et la même heure. Car il avait disparu au mois de juin 1876 à 23h pour réapparaître au mois de juin 1950 à 23h. Cet aspect chronologique est un facteur déterminant qui prouve la véracité de l'histoire. Un soir de juin 1950, un homme habillé de façon étrange était apparu à Times Square à New York. À l'époque, le capitaine de police Hubert Rims était chargé des recherches sur les personnes disparues. Il va se souvenir de ce cas mystérieux.
L'homme paraissait âgé d'une trentaine d'années. Hein. Ben, il fut aperçu au milieu de la foule qui sortait d'un théâtre. Hein. Il était environ 23 heures. L'homme en question portait des vêtements, mais d'un autre temps vraiment archaïque. Il avait un chapeau haut de forme, une jaquette avec une rangée de boutons dans le dos, un pantalon collant à carreaux blanc et noir, sans pli ni revers. Il était chaussé de souliers montant à boucles. Et personne ne l'avait vu descendre dans la rue. Les témoins disent l'avoir vu immobile au milieu du carrefour, regardant d'un air effaré les feux rouges. Sans vraiment prêter une attention particulière à la circulation, hein. Bah, cet homme décidera de traverser la route et se fera renverser par une voiture qui le tuera sur le coup. Bah, un policier en faction à l'angle de la rue le remarquera, mais c'était déjà trop tard. Bah, on emporta donc son corps à la morgue et tous ses objets furent examinés. Bah, il avait une pièce de bronze démonétisée de 70 $ en billet très très ancien, hein. Une lettre adressée au porteur et portant le cachet postal de juin 1876. Avec quelques cartes de visite portant le nom de Rudolf Fentz, résidant dans la 5e avenue. Hein. Bah, les premières recherches permettront d'établir que l'adresse de la 5e avenue correspondait à un magasin dont les propriétaires diront ne pas connaître de Rudolf Fentz. Mais le capitaine de police, qui avait été intrigué par l'accoutrement du personnage, va continuer ses recherches qui l'amèneront jusqu'à un annuaire de 1939, où apparaissait un certain Rudolf Fentz Jr. et son adresse. Bah, ce Rudolf Fentz Jr., par la suite, on va comprendre que c'était le petit-fils. Hein. Le police se rendra donc à l'adresse et là il apprendra que M. Rudolf Fentz Jr. était un homme d'une soixantaine d'années qui travaillait dans une banque du voisinage. Et en 1940, il avait pris sa retraite et avait déménagé. On lui expliqua qu'il était mort 5 ans plus tard, en 1945, mais que sa veuve était toujours vivante. Bah, celle-ci, en réponse à une lettre de Rime, lui écrivait que le père de son mari avait disparu au printemps 1876. Madame Fentz n'aimait pas que son mari Rudolf Fentz fume à la maison, donc il sortait tous les soirs pour fumer avant d'aller se coucher. Mais un soir, il ne va pas revenir. Et sa famille fera des recherches sans trop de succès. Bah, le capitaine Rime découvrira par la suite qu'effectivement Rudolf Fentz se trouvait sur une liste de disparus de 1876. Au moment de sa disparition, celui-ci avait 29 ans. L'âge et la description des vêtements qu'il portait le soir de sa disparition en 1876 correspondaient exactement avec ceux de la victime de Times Square en 1950. Bah là, on peut dire que ce Rudolf Fentz a fait un voyage dans le temps de 74 ans. Bah, Rudolf Fentz fut un voyageur du temps malgré lui. Hein. Juin 1876 à 23 h, disparition. Et juin 1950, apparition. Donc, comme je l'ai expliqué, ce Rudolf Fentz a fait en fait un voyage dans le temps en traversant deux dimensions parallèles. Il a quitté le monde réel en 1876. Ensuite, il a dû être happé par une sorte de vortex ou trou de verre qui l'a envoyé vers une autre dimension où où le futur de notre planète continuait de suivre une flèche temporelle dite parallèle. Hein. Et lorsqu'il va se retrouver dans cette époque, bon, il ne va rien comprendre parce que lui, il a quitté l'année 1876. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces terres, le voyage en lui-même explique que ces terres existent simultanément. Sinon, il ne pourrait pas faire le voyage. Donc ça veut dire que dans des univers parallèles, notre futur est en train de se dérouler. Et lorsque cette terre du futur se rapproche de notre plan terrestre et fusionne avec lui, eh ben, l'événement se déclenche automatiquement. C'est exactement ce qui va se passer pour la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire la terre où les événements qui expliquent la descente de la Nouvelle Jérusalem sont enregistrés et se déroulent, se rapprochent tout doucement de notre sphère terrestre. Donc lorsque cette planète parallèle va fusionner avec la nôtre, eh ben, l'événement va se déclencher automatiquement.